Bienvenue dans le podcast de Blooming Riders. Chez Blooming Riders, nous pensons que le monde du cheval évoluera positivement si les cavaliers sont capables de garder un esprit ouvert. Pour ce faire, nous vous présentons dans ce podcast des personnalités variées du monde du cheval, venant d'approches et de disciplines différentes pour toujours vous enrichir d'apprentissages nouveaux et parfois inattendus. Dans ce premier épisode, on discute avec Anthony Bro-Petit. Anthony, c'est un vidéaste qui a été auparavant sportif de haut niveau en voltige équestre. Sa carrière a atteint un point culminant en 2016 lorsqu'il est devenu champion du monde par équipe en France. Et dans ce podcast, on va un petit peu parler de son point de vue sur la voltige, sur son parcours de sportif de haut niveau et sur son avis sur l'avenir de cette discipline, parfois mise un petit peu de côté dans les médias équestres, puisque à cheval entre l'équitation et la gymnastique. Salut Anthony. Salut Pauline. Alors Anthony, toi t'es vidéaste actuellement, t'as été champion du monde de voltige, donc t'as été sportif de très haut niveau. Aujourd'hui t'entraînes également des équipes en voltige si je me trompe pas. Ouais c'est ça. Aujourd'hui on va parler un petit peu en fait de ton parcours. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles ont été les grandes étapes qui t'ont mené à ton titre de champion du monde de voltige ? Alors il y a eu à peu près 15 ans d'activité. Vraiment du commencement jusqu'au moment où j'ai décidé de mettre fin à ma carrière. Il y a eu des hauts, des bas, ça forcément, il y en a toujours dans n'importe quel secteur. Voilà, le plus important va rester quand même le début, forcément. Ouais. Parce que Alors, comment t'as démarré ? Qu'est-ce qui t'a mis dans la voltige du coup ? Alors j'ai une anecdote assez marrante. J'étais très très sportif quand j'étais petit. Enfin je le suis toujours, mais je voulais vraiment j'avais besoin d'une activité sportive. Et un mercredi matin, j'avais pas école, j'avais 10 ans, 11 ans, voilà, dans ces eaux-là. Et maman faisait de la voltige de maman, on appelle ça comme ça. C'est la voltige de maman, donc c'est un peu une mise en selle, yoga, fitness sur le cheval. Voilà, c'est très sympa, ça se fait aussi. Et j'étais déjà cavalier à cette époque-là. Et je regarde le cours et je fais mais en fait c'est génial de faire galipette et tout, d'être debout sur un cheval, c'est différent que de sauter des barres ou d'être sur un rectangle. Chose que j'aimais beaucoup quand même à cette époque-là aussi, mais c'était différent, un peu le côté olé olé d'une discipline équestre. D'accord. Et je suis allé au milieu, j'ai vu l'entraîneur et j'ai fait bah moi aussi je vais essayer, et du coup voilà, il y a eu 15 ans d'activité, 15 ans de transpiration. Et alors, du coup, comment ça s'est passé ? T'es entré là-dedans pour essayer la voltige, puis tu t'es embarqué dans une vie de sportif de haut niveau, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, il y a eu à 10 ans, on peut pas vraiment se projeter en disant bon bah ouais, je veux absolument être sportif de haut niveau. J'avais quand même un but. Je regardais beaucoup la télévision avec mon papa. On regardait le sport et je voyais tous ces médaillés, tous ces moments en fait télévisés de gloire. Et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je veux faire ça. Donc j'avais trouvé mon sport et je m'étais vraiment dit à ce moment-là, ok, je veux être champion du monde, c'est primordial. C'est vraiment quelque chose que je veux, que je souhaite. Et alors, dans les équipes de voltige, moi j'ai appris ça avec toi, en fait, parce que je connais très mal la voltige. Il y a des gens très jeunes, c'est des sportifs très jeunes. Alors en fait, la voltige est vraiment divisée en 3 catégories. On a l'individuel, donc là on est forcément tout seul sur le cheval, le pas de 2. Donc là, on est 2, et l'équipe où on est 6 personnes pouvant monter à 3 sur le cheval. Pas plus, surtout pas. Ok. Voilà, donc au début, moi, j'ai commencé tout seul. J'étais dans une écurie où il n'y avait pas beaucoup de monde, même si je tiens quand même à préciser que c'était donc Yvan Tellier qui a instauré la voltige en France, et qui a participé énormément à son développement en France et en Europe. Voilà, c'était un moment où elle n'avait pas beaucoup de voltigeurs, donc moi j'étais tout seul et voilà, donc j'ai commencé vraiment ce sport-là individuellement. Et en allant beaucoup plus vite, j'ai commencé l'équipe. Donc on a formé une équipe en 2014. Donc j'ai fait simplement 2 ans d'équipe. Voilà, tout avant, sur ces 15 ans, tout avant, j'ai fait de l'individuel. Je n'aimais pas du tout l'équipe et j'avais beaucoup de mal à... C'est compliqué, voilà, c'est compliqué de travailler avec beaucoup de gens. Et alors, une équipe du coup de voltige, c'est combien de personnes ? Donc une équipe, c'est 6 personnes sur le terrain. Il y a une longeuse ou un longeur en plus, forcément, il est quand même très important, c'est le maestro, il ne faut pas l'oublier.
Et bien sûr, le cheval, c'est quand même un sport équestre. On l'oublie souvent en voltige. Même pour les personnes qui regardent la voltige extérieurement, on oublie que le cheval est quand même très important. Ça, tu nous expliqueras après le rôle du cheval. Ça sera intéressant de développer. Ça, c'est important. Ouais, absolument. Et donc, du coup, 6 personnes, 3 personnes max sur le cheval. C'est ça. Et après, on a des rôles, en fait, dans cette équipe-là. Donc, il y a les porteurs. Donc, ce sont donc ceux qui vont porter et envoler les flyers. Qui sont en général des petites personnes. Après, on peut avoir des surprises. Ça dépend de la force du porteur, on va dire. En général, on prend je dis ça comme si c'était un objet. On prend des enfants de 10, 12 ans et on les envoie en l'air. Non, alors, c'est pas vraiment comme ça, mais disons que c'est plus simple. Voilà, nous, on a une expérience avec une jeune de 11 ans. Donc, à 12 ans, elle était championne du monde. Donc, c'est quand même sympa. C'est quand même pas mal pour elle. Et ensuite, il y a la base. Donc, c'est la personne qui va nous tenir pendant qu'on réalise le porté. D'accord. Voilà, même s'il y a des mouvements en ce moment un peu artistiques et des mouvements techniques qui fait que les porteurs portent tout seuls maintenant. Mais bon, il y a quand même une base qui est toujours là. Si on envoie des gros portés, c'est quand même plus prudent. D'accord. Voilà, je reste dans la généralité. D'accord. Alors moi, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur le moment où tu es devenu champion du monde par équipe. Ouais. C'était où, quand, comment ça s'est passé, ça fait quoi? C'était à la maison. C'était à la maison, au Boulerie Jump du Mans. Voilà, nous, on était basés à Saumur et au Mans. Donc, on avait la partie entraînement à l'IFCE de Saumur, au Cadre Noir. Et le cheval était basé au Boulerie Jump. Donc, on faisait les allers-retours 2 fois par semaine. Donc, on se préparait à la salle et on avait des chevaux d'entraînement à Saumur et le cheval de compétition qui était sur le Mans. Donc parfois il venait aussi parce qu'on faisait des spectacles pour le Cadre Noir, donc ça nous faisait répétition toutes les semaines. D'accord. Comme s'il y avait une compétition toutes les semaines. Voilà, donc là ce concours-là, c'était vraiment par chance. Ils se sont décidés et ont organisé ça donc au Boulerie Jump en 2016, en août 2016. Et c'était très confort parce que du coup on était à la maison, on avait notre public, qui est quand même important parce que c'est quand même un sport jugé. Absolument. Donc, je veux pas dire que c'était plus facile pour nous que les autres, mais bon, on reste à la maison, on a nos familles, on a nos habitudes, on connaît le sol aussi, c'est important parce que les sols sont très importants. Voilà, on avait vraiment toutes les cartes dans nos poches et c'était plutôt simple pour le côté pression, on va dire. D'accord, ouais. Et alors, du coup, quand vous êtes arrivé là-bas, comment ça se passe au niveau du tract, au niveau de l'entraide de l'équipe? Comment ça s'est déroulé avant que vous dérouliez? Et alors là, c'est là que c'est assez marrant. Moi qui étais très individualiste, très sport individuel. Donc ces 2 ans nous ont appris en fait à travailler ensemble. Alors je vais dire quelque chose peut-être qui va fâcher certaines. La cohésion pour moi n'existe pas. C'est plus en fait apprendre à travailler professionnellement, même si on est pote ou pas, sur un moment T. C'est très très important de se dire bon ben voilà, lui il m'a dit ça juste avant de rentrer ou il m'a fait une réflexion qui m'a pas plu, c'est pas grave. Voilà, chose que beaucoup de gens vont dire, bon la cohésion, il faut s'entendre pour réussir. Pas forcément. Vraiment pas forcément. On peut prendre l'exemple des footballeurs. Voilà. Bon, après, c'est différent. Il y a des salaires qui sont quand même différents, qui motivent peut-être un peu plus. Mais ça reste quand même, voilà, on est professionnel, même s'il y a pas même si c'est pas reconnu, même si c'est pas médiatisé, et même si c'est pas un sport où on gagne de l'argent, quoi. D'accord. Ça fait quoi de devenir champion du monde par équipe? C'est énorme. C'est énorme. Le truc qui était plutôt fou, c'était que je m'y attendais énormément sur la dernière année. D'accord. On nous a posé des questions, on a été suivis psychologiquement quand même. Alors on n'a pas de problème de tête, mais c'était simplement pour gérer cette pression-là, parce qu'on se dit, si je rate, il faut attendre 2 ans, et moi j'avais pas forcément envie d'attendre 2 ans, c'était le moment, ça faisait 15 ans, c'était long. Et vous aviez une préparation mentale, quoi, on avait un préparateur mental pour aider un peu cette cohésion. Alors c'est marrant parce que ça fait ricocher avec ce que je viens de dire. On a quand même travaillé sur notre cohésion. D'accord. Et en fait, ce moment où on se dit, là on est surchargé à l'entraînement, il faut se le dire, c'est peut-être les 15 derniers jours, c'est le moment où je me suis dit, mais en fait je suis bon.
Parce qu'avant, je n'arrivais pas à le dire. C'était impossible pour moi de savoir si j'étais bon ou pas. Donc la confiance en soi, c'est quand même quelque chose de très important, qui se travaille. C'est facile de dire devant tout le monde, ouais, je suis bon, je suis fort, je suis beau, machin. Mais le penser réellement, c'est très très compliqué. Et donc du coup, en fait, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, on peut devenir champion du monde. Je peux devenir champion du monde si je fais mon boulot à 100%. C'est un boulot d'équipe. Et en fait, ça va le faire. Et en fait, je vais repartir. En fait, il n'y a pas le choix. Je vais repartir avec une médaille d'or, c'est obligé. C'est une obligation. Ah ouais. Et ouais, c'était, pour moi, c'était à déterminé. 200%, c'était sûr. Les autres, on les écrasait, c'était des machines. Voilà. On était arrivé à un moment d'entraînement où on se disait, en fait, il n'y a plus d'erreurs. On n'en fait plus. C'est ligne droite. Et alors, étonnamment, je me disais, ouais, ça va être sympa. Donc, je me projetais, en fait, sur ce podium, sur ce moment, en fait, de gloire assez intense. Et au moment du podium, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était rien. J'étais sur une boîte pas en carton, une boîte en bois. Il y avait des journalistes. Tout le monde applaudissait, c'était cool, ok. La médaille n'est même pas en or. Pour ancien bijoutier, quand même, c'était pas en or. J'ai cherché le truc, mais il n'y en avait pas. C'est la petite blague. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ce moment est pas nul, mais presque. Je me dis, c'est bidon, en fait. Ouais, ça y est, on est champion du monde. Voilà, cool. Et après, et avant. Et en fait, c'est à ce moment-là, sur le podium, que je me suis tourné et réfléchi sur toute l'expérience et tout le chemin, en fait, qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est plus ça que j'en suis beaucoup plus content, en fait, du chemin que de ce moment où j'ai une photo avec la médaille d'or. Voilà, ça va vraiment... en fait, on sent au sommet de la montagne. On réfléchit de comment on a monté la montagne, forcément. Et voilà. Donc, d'abord, tu étais hyper content, hyper excité, puis une espèce de déception Ouais, un moment un peu vide, en fait. C'est un moment un peu vide où on se dit, bon, bah voilà. Comme, et maintenant alors, quoi? je suis pas du tout un gros gamer ou un jeu vidéo addict, mais comme si on fait un jeu vidéo, on termine, et puis, voilà. Ou alors une personne voilà, qui a un travail, qui a réussi dans toute sa vie, qui à 60 ans a réussi et devient à la retraite. Et ensuite, du coup, bah, ouais, il va profiter un peu de sa retraite, mais il n'y a plus cet embrun d'envie d'aller plus haut ou d'objectif. En fait, moi, à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, j'ai atteint mon objectif. Et ensuite, qu'est-ce que je fais, quoi? Voilà, j'ai 23 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, c'est hyper intéressant. Et alors, tu étais le seul à être comme ça, ou est-ce que tes coéquipiers c'était pareil, ou est-ce que chacun a vécu ça différemment? Chacun a vécu ça différemment parce que j'ai encore un copain et un collègue qui était l'entraîneur à l'époque et qui continue. Il a maintenant 32 ans bientôt. Donc il continue à faire la voltige. Énormément de respect. Moi, je ne pouvais plus, j'avais 23 ans, j'ai fait ouais, stop là, c'est bon, on était entre 30 et 60 heures par semaine, donc c'est comme manger des pâtes, au bout d'un moment, les pâtes, on n'en peut plus. Donc là, voilà, moi, je commençais à avoir un peu un dégoût, alors c'est un peu gros comme mot, mais j'avais commencé à avoir un dégoût, en fait, du sport et des chevaux, chose que, voilà, c'était alarmant pour moi, et j'ai fait non, stop, on arrête. Et... parce qu'en fait, on automatisait finalement tous les mouvements. Donc, c'est quand on automatise, on devient un peu répétition, et on n'apprécie plus l'essence du sport, qui est l'envie, en fait. Bah ouais, c'est tout ça. simplement. Absolument. Et donc voilà, et donc en fait à ce moment-là, ouais, il y a plusieurs personnes qui ont continué, il y en a d'autres qui ont arrêté, qui sont partis sur complètement autre chose. Et le problème, c'est que moi, en fait, j'avais pas préparé du tout. J'étais tellement à 300% dans cet objectif-là que j'avais pas préparé la suite en me disant bon bah maintenant, bah ouais, qu'est-ce que je fais? C'est intéressant. Je vais rebondir là-dessus parce que je sais de nos conversations en privé que en fait, toute ta vie avant ça. Finalement, tu avais une vie complètement pas normale, on va dire. Est-ce que tu es allé à l'école comme tout le monde? Non. Voilà, non, mais c'est intéressant quand même de le dire. C'est que tu étais jeune, tu étais très jeune.
t'es pas allé à l'école, tu travaillais comme un malade. Alors, je sais, est-ce que tu peux nous donner un peu la semaine type que tu as eue toutes ces années avant En fait, toute la période collège, j'étais c'était un collège normal, donc là, je suis quand même allé à l'école, j'ai vu des gens. Jusque-là, tout allait bien. J'étais normal. Après, c'est parti n'importe comment. Non, du coup, là, donc, j'ai école normale avec des cours horaires aménagés, on appelait ça la classe chat. Et donc du coup en fait j'étais avec des cavaliers aussi qui aujourd'hui sont plus ou moins connus. On était avec tous les Bost, les Coupéry, donc c'était marrant en fait aujourd'hui de les voir sur les terrains, c'est assez marrant. Ouais. Donc on était copains collégiens et en fait le problème du lycée en France c'est que c'est très compliqué de jumeler sport et école. Et j'avais un copain en fait qui faisait du tennis à très très haut niveau, qui était à Roland-Garros aussi, et on était à peu près dans les mêmes âges. Et lui en fait il avait des cours donc par le CNED, donc cours à domicile, avec des professeurs qui le soutenaient tous les jours. Donc c'était vraiment des cours particuliers assez intenses. Et en fait un matin je dis à maman en allant au brevet, moi je veux faire ça, la voltige je peux pas arrêter, j'ai envie. Et c'est là en fait où j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui ont compris et qui m'ont laissé faire, donc qui m'ont énormément aidé sur le plan financier aussi forcément, parce que on sait bien, hein, à 15 ans on fait rien. Oui, c'est plus papa-maman. On est encore mineur. Donc à ce moment-là, voilà, mes parents étaient derrière moi là-dessus, et donc après j'ai fait mon lycée donc à domicile avec les profs qui venaient chez moi tous les matins. Alors, il y a deux choses. C'est bien et pas bien, c'est-à-dire que ça va donner une maturité dans son travail, parce qu'on est vraiment face à soi-même et en fait on parle uniquement avec des adultes, donc quand on a 17-18 ans, on va pas penser aux soirées, on va pas penser à faire autre chose que de l'école et du sport. Après, ça isole un petit peu, donc voilà, c'est un peu cette balance qu'il faut trouver. Moi j'étais dans un centre équestre où il n'y avait pas beaucoup de monde, donc je voyais vraiment que mes parents, les professeurs et mon cheval avec mon entraîneur, donc ça a été un peu 3 ans un peu compliqués. En termes social, je ne savais pas trop où j'en étais. Ouais, bien et sûr. Forcément, ça je le dis aujourd'hui. Surtout à un moment important de la construction. Voilà, ouais, on se cherche, on est ado, on se cherche, oui, voilà. on dit ok, on est quoi, on est dans quelle catégorie, on fait quoi. Ouais. Voilà, bon après, j'étais vraiment tellement focus sur la voltige que j'ai repris le pas derrière en termes, je pense, hein, en termes social, je pense que j'ai pas trop de soucis. Ça va, t'es pas trop handicapé. Je parle beaucoup. Mais ouais, non, c'était un moment qui était pas évident. Ouais. C'était un moment qui était pas très évident. En fait, tu viens un peu en autarcie entre toute la charge de choses que tu as à faire finalement. Complètement, ouais. Et surtout, en fait, hein, c'est un moment, moi j'étais pas en équipe de France à ce moment-là, donc c'est un moment où on sait pas trop, en termes de compétition, j'en faisais pas beaucoup, mais je m'entraînais, je voulais pas, je sais pas, enfin c'était un peu un point d'interrogation. Ouais. Et donc après ces 3 ans de lycée, je décide de faire une année sabbatique. Juste une année qui s'est transformée en... j'ai eu 27 ans. J'ai décidé de créer une marque de bijoux. Je voulais être absolument dans le bijou, donc designer. Voilà, un peu yalla, on y va, on se lance. Enfin, j'ai toujours un peu fait ça dans ma vie. Mais pareil, toujours les parents qui suivaient sur mes idées. Donc ça, c'est quand même une chance. Et voilà, et donc je me suis lancé là-dedans. J'ai gagné donc à 18 ans mon championnat de France c'est la deuxième, alors c'est amateur, on appelle ça. C'est la deuxième catégorie la plus grosse en France. Et tout au long de cette année-là, donc de cette année de championnat de France, le Pôle France m'a détecté et m'a proposé à l'issue de ce titre de venir à Saumur et de m'entraîner avec eux. D'où le passage en équipe de France alors. Voilà, alors c'est pas vraiment le passage en équipe de France, c'est le passage en Pôle France. Ok. Pour être en équipe de France, il faut être sélectionné en championnat d'Europe ou en championnat du monde, chose qui a été vraiment beaucoup plus longue. Ok, d'accord, ouais. Et donc je suis arrivé, parce que j'avais mon cheval à l'époque, je suis arrivé donc à Saumur avec mon cheval, et on a essayé de constituer un trio, donc le longeur, le cheval et le voltigeur, pour aller essayer de gratter des compétitions internationales. D'accord, ça c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rôle du longeur ? Alors pour moi, le rôle longeur, c'est quelqu'un de très très important. On peut faire sans, bien sûr, ça s'appelle du cirque. C'est possible, hein. Moi je suis pas... Il y a beaucoup de gens qui disent, quand ils connaissent pas le sport équestre ou encore moins la voltige, ah ouais, non, mais c'est comme au cirque.
J'ai terminé après 15 ans d'expérience par dire oui, c'est ça. Voilà. Alors après, on a des juges autour et puis il y a une longe qui tient le cheval, mais on va rester sur ce principe-là. Et on fait peut-être un petit peu moins mal au cheval. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Voilà, le longeur pour moi, ça va être le maestro. C'est celui qui va réguler la cadence et le rythme du cheval. C'est celui qui connaît tous les mouvements. C'est comme un copilote de rallye. Il doit connaître tout par cœur. Parce que c'est très simple, il va relancer le cheval au moment où on est debout, on tombe. Voilà. D'accord. À part d'être très bon voltigeur, donc parfois on peut quand même rester en faisant un peu le singe dessus, mais c'est quand même très très important. Et pour moi, alors là je vais parler un peu critique, c'est quelque chose, le cheval longeur qui n'est pas mis assez en avant dans la voltige. Ok. Ça reste 25%, donc aujourd'hui nous sommes en train de changer tout ça, mais ça a été 25% de la note globale d'un programme. Donc on a une trottinette, on n'est pas sur le podium, normalement. Et le rôle du cheval, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton point de vue sur l'emploi du cheval en voltige. Ouais. Alors pour aujourd'hui avoir arrêté et avoir rencontré des cavaliers de dressage et de CSO à haut niveau, je me suis rendu compte, enfin j'étais quand même cavalier, mais je me suis rendu compte que nous, en fait, on ne cherchait pas une génétique absolue comme en dressage, par exemple, où il y a vraiment, on va chercher des souches, on va chercher des grands-parents, voilà, on veut un arbre généalogique extraordinaire. Nous, tant que ça galope, ça marche. Après, c'est là où on rentre avec... On a un petit problème avec toutes les autres disciplines, c'est que le problème, c'est que le voltigeur et le longeur, ils ont un peu trop compris ça galope, ça marche. Donc du coup, on arrive sur des grosses échéances comme les championnats du monde avec des chevaux à moitié boiteux, des chevaux où on voit un peu les côtes. Voilà, je suis un peu trash dans ce que je veux dire. C'est pas un cheval de récup, mais presque. D'accord. On entend très souvent, il veut plus sauter, donc du coup, on l'a acheté pour la voltige. Ah ouais, d'accord, intéressant. Donc, alors tout ça, c'est bien pour le début, pour le commencement d'une activité dans un centre équestre, par exemple. Vous voulez faire de la voltige dans un centre équestre, ouais, ok, on va acheter un cheval, 500, 2000, 3000, 5000 euros, ok. Mais le problème, c'est qu'après, ça va montrer une image qui n'est pas extraordinaire pour la voltige. Et donc, là où on a un problème, c'est le développement et la médiatisation du sport. On est extrêmement critiqué sur des chevaux qui sont sur le top 3 et qui sont pas terribles, quoi, qui ne vont pas énormément pousser avec leur postérieur, qui ne vont pas avoir un temps suspendu comme on l'entend. Après, bon, voilà, nous, on ne va pas chercher un cheval de dressage comme vous le voyez sur les Grands Prix, parce que c'est trop compliqué pour nous aussi, quand même. C'est trop compacté. Mais ça serait bien qu'on commence à chercher un peu ce genre de qualité. Et alors du coup, sur la sélection du cheval, c'est quoi les critères qui vont peut-être primer ? Alors, pour moi, c'est la tête. S'il vous plaît, c'est la tête. Le cheval qui s'arrête, ça c'est très important. Voilà, c'est un bon cheval qui est froid dans sa tête. Perso, pas trop froid, parce qu'après on s'ennuie, c'est ça le problème. Moi j'aime bien le côté un peu PRE lusitanien, donc pas pour la voltige bien sûr, mais pour le côté caractère, je trouve ça vraiment très drôle, très sympa. Voilà, il faut un peu un mélange, pas robotiser le cheval, ça c'est primordial pour moi. Après ça va être la taille. D'accord. La taille c'est quand même très important. Alors forcément si vous avez des voltigeurs qui font 1m20, le cheval d'1m80 c'est un peu complexe, même si c'est possible. Mais bon, ça reste un petit peu complexe. En fait, on a des grands chevaux, donc en général c'est 1m75, 1m85, 6, 88 parfois, là c'est très très grand. Parce qu'en fait, il y a une locomotion qui est plus ample, et plus on va avoir en fait ce cycle de galop, plus grand, plus on va avoir le temps d'effectuer les figures, et on va avoir cette sensation de zéro gravité. En fait, la différence entre la gym et la voltige équestre, c'est que la gym, on va créer notre mouvement, et en voltige, en fait, c'est le cheval qui nous aide. D'où l'harmonie du cheval. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un cheval avec une belle locomotion, quand même. Et alors, une question pour ceux qui ne connaissent rien en voltige. Est-ce qu'on déroule toujours la même main en voltige ? Alors oui. Oui et non. Alors là, pour avoir fait un petit peu le tour européen, il y a vraiment plusieurs écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en compétition, on est à main gauche. Ça, c'est comme ça. Okay. Ça, c'est toujours dans ce sens-là. À haut niveau, c'est à main gauche.
Sur les plus petits niveaux, ça dépend des nations, on va faire droite-gauche. Voilà, ça dépend. Par exemple, vous mettez un Allemand à main droite, il va pas savoir. Ok. Il est vraiment, je vais à gauche. Ah. D'accord. Donc l'entraînement se fait à main gauche aussi. L'entraînement se fait à main gauche. Après, nous en France, et moi ce que je préconise quand je développe ce sport-là dans les endroits où il n'y en a pas, je fais l'échauffement à droite, un petit peu quand même, et ensuite on répète les programmes à main gauche. Voilà. Sachant que le cheval, donc ça je rajoute ça, sachant que le cheval de voltige n'est pas uniquement un cheval de voltige. Donc on le monte, on va s'en occuper à la longe, on va s'en occuper dans un marcheur, on va le lâcher, on va aller en balade, on va aller en trotting, en galloping, on va le stretcher à la monte normale, on va le collecter à la monte normale. Voilà, c'est vraiment un cheval normal. Perso, ça c'est ma manière de voir les choses, on n'essaie pas trop d'être tout le temps à main gauche, hein, parce qu'on le sait, une voiture qui tourne sur un rond-point pendant 1 heure, on voit l'état des roues, le jarret droit en général n'est pas très bon au bout de 2-3 ans, donc on fait quand même très attention à ça. Donc ça tombe bien que tu en parles parce que c'est une question que j'allais te poser. Le cheval de voltige, il a donc il a un entraînement à côté de l'entraînement de ses voltigeurs en fait. Ouais, c'est important. Alors il y en a qui vont dire non. D'accord. C'est donc une c'est grosse pas encore erreur. Partout. Ouais, ok. Ça va vraiment dépendre de l'école dans laquelle ils ont appris l'équitation. On parle même plus de voltige, c'est vraiment l'équitation. Ah oui, ok. Pour moi, en fait, il y a un énorme parallèle entre le voltigeur et le cheval. Ils vont avoir normalement un plan de route sur l'année équivalent. C'est-à-dire qu'il y a des moments de stretching, il y a des moments où ils vont prendre de la masse, il y a des moments où ils vont prendre de l'endurance. Voilà. Et en général, ça colle. En général, quand on voit de toute façon un top 3 sur un championnat du monde, c'est des très bons voltigeurs, c'est des très bons chevaux, en général, ça dépend toujours. Et on peut leur poser la question, en général, ils ont quand même toujours ce plan de route commun. Ouais, parce ça, que c'est important. C'est vrai que quand tu dis que du coup on déroule plutôt à main gauche, tout le monde va se dire mais du coup les chevaux ils travaillent que à main gauche. Ah ouais, non, c'est dur, hein, c'est dur. Ouais. Après le truc c'est qu'il y a toujours des inconvénients et des avantages dans chaque discipline. C'est que il faut savoir les inconvénients, il faut savoir les problèmes que cette discipline peut apporter au cheval, parce que forcément ça reste un cheval, un animal. Parfois il n'a pas choisi le cheval. On le voit hein, quand même, s'il aime ou pas quand même, il nous le dit clairement hein, s'il n'aime pas. Mais c'est comme nous, c'est que nous, on va faire des équilibres pendant 1 heure, on a mal à l'épaule droite, on va le dire, on va changer d'exercice parce que j'ai mal à l'épaule droite. Le cheval peut pas le dire. Le cheval va donner un coup de rein, le cheval va s'exprimer mais ne va pas le dire. Donc c'est en fait aux voltigeurs et aux entraîneurs d'être intelligents et de dire voilà, on va essayer de faire différemment, on va essayer de l'assouplir, on va essayer de lui rendre l'appareil un peu plus simple, quoi. D'accord, ok. J'ai encore une petite question sur purement la technique et après j'aimerais qu'on parle un peu plus de la discipline en général. Ouais. Tu as parlé du sol, tu disais que c'était très important, tu peux un peu expliquer pourquoi ? Le sol tout simplement parce que si on est dans un sol mou, alors déjà pour le cheval c'est pas très bon forcément, donc que ce soit très dur ou très mou c'est très mauvais pour lui, il faut qu'il soit un peu rebondissant. Et nous en fait on fait donc des montées. On fait des atterres à cheval, donc c'est quand on est sur le cheval, on descend et on remonte en une foulée au galop, et on fait des sorties. Donc si c'est trop mou, pour monter, on glisse et c'est compliqué. Donc imaginez-vous, vous avez un cheval d'1m88, donc je fais 1m80, donc j'ai les bras qui sont tendus tout en haut, et le but c'est de monter à l'équilibre là-dessus. C'est dur. Donc si en plus vous me mettez sur une plage, c'est très 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 compliqué. Après, un sol mou pour essayer des sorties, donc où on sait que le cheval il va galoper 30 secondes et on essaye notre premier salto, forcément c'est mieux que sur du béton. Donc voilà, donc il y a toujours un peu un truc comme ça qui fait qu'on va préférer le sol mou peut-être pour faire les premières sorties. Moi je reste persuadé qu'avec un très bon entraînement physique en termes de squat, en termes de résistance de jambes et une proprioception, donc vraiment toute l'analyse de la cheville qui fait qu'on peut arriver avec une cheville de travers, on ne va pas se la casser. On peut, alors pas sur du béton bien sûr, mais on peut être sur un sol tout ben clément par exemple, sans citer la marque, pardon.
On peut être sur un sol relativement médium. Voilà, c'est un sol un peu dur avec un rebondissement. Les sols de CSO sont pas mal. Les fibrés en général, c'est quand même pas mal. J'aimerais qu'on parle un peu rapidement de ta vision en fait de l'avenir de la voltige. Pour ceux qui ne savent pas, toi tu entraînes Oui. un peu partout dans le monde des équipes. Moi, je me demande un peu, je sais que c'est une discipline qui n'est pas très visible. On ne sait pas trop. Moi, j'ai aussi une autre question qui englobe un peu tout ça, c'est que est-ce que les voltigeurs sont des cavaliers ou est-ce qu'ils sont plutôt des gymnastes ou est-ce qu'ils sont un peu des deux? Est-ce que certains sont un peu de chaque? Ouais. Et où est-ce que le cheval a une place là-dedans et comment la discipline peut évoluer pour continuer à coller à des standards de plus en plus élevés de bien-être du cheval? Ouais. Oui, alors... La voltige équestre. La voltige équestre dans le futur. C'est assez incroyable, c'est un sport en fait équestre où on peut venir de nulle part. Moi j'ai des copains qui viennent vraiment... Bon, j'ai vu ça, j'ai essayé. Voilà. Ok, bon très bien, bah essaye. Il y en a qui viennent de la danse classique, de la danse en général. Il y en a qui viennent de la GRS, donc la gymnastique artistique. Il y en a qui viennent de la gym et il y en a qui sont cavaliers. C'est très important en fait, chaque personne que je viens de citer ont vraiment un profil et ça va se voir immédiatement sur le cheval, à part des talentueux ou des gens qui ont beaucoup de chance. Il y en a, ça existe. Voilà, par exemple un gymnaste va être beaucoup plus rigide, il va pas être forcément en harmonie avec le cheval, donc ça c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc par exemple un gymnaste il va savoir faire des saltos, des équilibres, mais il va pas savoir être cool avec le cheval. Bon, la personne qui vient de nulle part, forcément, commence de nulle part. C'est bien, moi j'adore, hein, c'est très bien, mais par exemple, c'est une personne qui va pas avoir vraiment la notion d'être calme avec le cheval. Ouais, donc ça, voilà, ça va être par exemple, sur ce profil-là, on va dire, bon voilà, t'as quand même un animal dessous, t'arrêtes de rebondir dessus, c'est pas un trampoline. On rigole pas, on rigole, mais pas tant que ça. Et le cavalier, ça va être... Alors, il y a deux profils dans le cavalier, il y a ceux qui n'ont pas d'assiette, et qui rebondissent. D'accord. Voilà. Ouais. Et il y a les cavaliers qui tiennent pas mal à cheval et avec qui ça va être facile de travailler parce que finalement on va travailler que la technique gymnique. D'accord, ok. Donc ça c'est pas mal. J'en viens là parce que en fait la voltige équestre est vue comme une discipline avec des compétitions et des juges, mais à la base ça reste quand même de la mise en selle. Pour moi c'est assez chouette parce qu'en fait c'est un surfait, des poignets sur lesquels on s'accroche. C'est-à-dire que si on a peur, on s'accroche sur les poignets, on ne s'accroche plus sur les rênes. Ouais. Donc ça, c'est quand même pas mal. Avant de tirer sur la bouche du cheval, c'est important d'avoir une position, alors pas irréprochable, mais de comprendre en fait qu'il y a un mouvement de bassin et qu'il y a une harmonie avec le cheval. Et ensuite, en fait, tout simplement, vous verrez que vos jambes vont descendre, que ce soit en CSO ou en dressage. Et ah bah mince, je tiens un cheval. Même s'il rue, donc c'est quand même pas mal. Ouais, d'accord. Petite histoire, les Allemands commencent par la voltige, comme ça, comme je viens de le dire. Ouais. Et ensuite, ils font ce qu'ils veulent. Et ils sont forts. Et ils sont forts, ils sont très forts les Allemands. Donc sur ce principe-là, la voltige, c'est assez comme ça. Après championnat du monde, en fait, je me suis reconverti dans l'entraînement. Et aujourd'hui, j'ai 3 types d'entraînement. J'ai l'amusement, j'appelle ça. L'animation. Ok. J'ai la performance et le développement. Donc l'animation, bien sûr, c'est un regroupement de plusieurs clubs d'un pays ou d'une ville. Et puis, on va se voir 2 jours, et puis j'ai 50 enfants, et ils sont tous contents et ça crie partout. Voilà. Okay. En gros, ça se passe comme ça. La performance, ça va être un appel d'une équipe ou d'une fédération, ça dépend. Voilà, aujourd'hui, on a besoin de faire un workshop avec toi. Sur l'artistique ou sur un truc bien défini ou un accompagnement à l'année, voilà. Donc là, on va vraiment avoir un objectif à la fin de l'année. Donc là, c'est un peu moins amusement. je suis un peu différent dans ma technique d'entraînement, c'est un peu plus dur pour pouvoir ensuite s'amuser. Et ensuite, le développement, donc là, c'est un appel d'un pays, par exemple, qui trouve la voltige sympa et qui veut le développer. Donc là j'arrive et à travers des séminaires, j'essaie de trouver des personnes motivées qui comprennent le sport et qui sont prêtes à commencer, donc à trouver des chevaux, à apprendre à longer, à apprendre à échauffer des corps et être meilleur sur le plan gymnique, sur le plan sport.
Et voilà, de fil en aiguille, on grimpe et on crée cette discipline au sein d'une fédération ou d'un pays ou d'un club. Après, ça dépend vraiment de la politique du pays, quoi. Ok. Et du coup, avec cette place un peu d'entraîneur que tu peux avoir, et puis par ton passé de champion, et aussi le fait que tu sois cavalier, parce que tu es quand même très cavalier quand même. Ouais. Pour toi, comment est-ce que la voltige doit évoluer aujourd'hui ? Alors pour moi, actuellement, en fait, alors c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais en 2016, l'équipe dans laquelle j'étais, donc l'équipe Noroc, qui a été sélectionnée par l'équipe de France, je tiens à préciser, c'était pas une équipe de France de base, a eu... En fait, on avait un règlement et on s'est toujours amusé à chevaucher l'interdit. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas écrit, on le fait. Ok, d'accord. Donc tout ce qui est écrit, on le fait, forcément. Et tout ce qui n'est pas écrit, on le fait aussi. C'est-à-dire que normalement, sur un programme d'équipe, on monte 2 fois minimum en 4 minutes. Voilà. Bon, là, on rentre un peu dans la technique, mais on va rester là-dessus. Donc 2 fois en 1 minute, c'est le minimum. Mais on n'a jamais dit combien de fois maximum. Donc en fait, c'est juste tout simplement pour 2 fois en 4 minutes de monter sur un cheval avec 6 personnes, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est un rythme qui est, bon, on monte une fois 30 secondes et on remonte une fois 30 secondes. Voilà, il faut un peu une caisse, il faut se préparer. Nous, on montait 4 fois chacun. Donc en fait, ça va vraiment être le côté show, le côté spectacle, où en fait on monte 5 secondes et on redescend. Et à chaque fois qu'on redescend, on fait un salto ou quelque chose d'assez périlleux. Et donc en fait, ça a donné un dynamisme énorme. Et en fait, ça a donné un dynamisme énorme et une qualité artistique qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc en fait, on a été remarqués comme ça. Donc les juges, ils se sont pris la tête, forcément, bien sûr. On change un peu leur habitude. Alors du coup, oh là là, Ouais. ils se sont faits, bien sûr. Et on était un peu comparé au Cirque du Soleil de la voltige équestre. C'est-à-dire que voilà, il y en avait vraiment partout, ça explosait, il y avait des thèmes, enfin c'était sport. Parce que nous c'était dur. Dans le sable, parce qu'on court dans le sable, même s'il est dur au bout d'un moment, voilà, on court quand même sur une plage dure. Donc voilà, donc ça c'était sympa. Et donc en fait, après ce championnat où on a gagné avec un 10 sur 10 en artistique, donc c'était vraiment... sur le plan émotion et sur le plan histoire, ça n'était jamais arrivé avant, donc 10 sur 10 en artistique. Et on était la première équipe française à gagner le championnat du monde donc pour la France. Okay. Donc ça, c'était vraiment... Voilà, c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, bon, c'est peut-être le temps d'arrêter. C'est quand même pas mal. Et donc en fait, après ce championnat, les équipes allemandes, donc, qui sont quand même intelligents, se sont dit, il y a un nouveau mouvement qui arrive, un mouvement beaucoup plus artistique que gymnique et technique. D'accord. On va essayer de s'y mettre. Donc en général, le germanique n'est pas très baila. Donc ils ont pris beaucoup de cours. Je les critique parce que c'est des copains, je tiens à préciser. Ils nous critiquent aussi sur le olé. C'est bon enfant. Donc du coup voilà, donc en fait aujourd'hui il y a vraiment un nouveau mouvement artistique qui prend le pas et que moi j'apprécie parce qu'en fait ça devient plus médiatique. D'accord, c'est-à-dire que ça va être plus simple pour une personne néophyte d'apprécier un programme libre, donc un programme freestyle, parce que en fait, c'est beaucoup plus délié, beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus artistique qu'un programme où je fais juste un équilibre pendant 4 minutes. Et à juger la technicité de l'équilibre. Ça, au final, on s'en fiche un petit peu, quoi. Ouais, pour le grand public, en tout cas, c'est sûr que c'est voilà, un peu moins... Donc là, il y a vraiment ce nouveau mouvement qui est présent et que j'essaie de développer à travers mes stages, même si j'ai arrêté. Je suis toujours en contact avec l'équipe et je regarde ce qui se fait, bien sûr, forcément. Et je suis persuadé que ça tend vers le bon chemin. Au niveau des standards du bien-être du cheval, comment est-ce que la voltige doit évoluer, en tout cas vers quoi une équipe devrait tendre ou un individuel devrait tendre pour que le cheval soit le plus respecté possible dans cette discipline de ton point de vue? Pour moi, de mon point de vue, alors après je ne suis pas révolutionnaire, je ne suis pas encore à penser aux tables des fédérations internationales, mais pour moi la note du cheval devrait être encore un peu plus importante. Alors il faut qu'on trouve un pourcentage, parce que 25% c'est déjà pas mal, pourquoi pas 30%? Voilà, ça, c'est 5% de plus, mais c'est quand même pas mal. Sans pour parler tout ça, je ne sais pas où ils en sont, mais pour moi, voilà, j'ai vraiment eu ce choc en fait, où je me disais, à la fin du championnat du monde 2016, en août, je me dis, les gars, je suis champion du monde, c'est cool, je vais être sur les paquets de céréales. En fait, non, du tout.
On est un petit peu même, pour avoir pris le pas derrière, à rencontrer, donc, comme j'ai dit, des cavaliers de haut niveau. On est un peu les saltimbanques, on n'est pas vraiment très respectés. On a fait des galas, voilà, on a fait des galas avec un regroupement de plusieurs cavaliers dans plusieurs disciplines. Voilà, on était champion du monde, mais pour eux, on n'était pas grand-chose. Donc ça fait mal parce que comme on est en autarcie, on travaille dur, on a la médaille, on se dit, bon, bah ça y est, concrètement, hein, je vais pas le cacher, je me suis construit autour de ça. Ouais, tout à fait. Pour moi, C'est c'était normal. quelque chose de très, très important sur lequel j'allais vraiment surfer, et en fait, on n'est pas grand-chose. Enfin, on est quelque chose, mais pas grand-chose non plus. Donc ça a été un peu dur, en fait, sur ce coup-là, et surtout de parler du cheval, qui, moi, était quand même cavalier, et en fait, je mettais des œillères, en fait, sur le cheval, tout simplement. Même aujourd'hui, quand je regarde la vidéo de notre cheval, bon, après, il a une histoire, il a une hanche coulée, il a failli aller à la boucherie, donc il y a quand même une histoire assez importante sur ce cheval-là. Mais en termes de qualité, quand on regarde, moi, je montre à des cavaliers de dressage, bon, voilà, on voit clairement que les hanches, elles sont loin. C'est pas un galop extraordinaire. Bon, après, à ce moment-là, il faisait chaud, enfin bref, c'était dur pour lui dans tous les cas. Mais voilà, c'est vraiment ce travail du cheval, en fait, un travail de plat basique qui est parfois occulté par les clubs et même par le très haut niveau. Quand on voit sur les carrières de détente de cheval en championnat d'Europe ou en championnat du monde, bon, parfois on voit des cavaliers, voilà, je critique pas, je suis pas champion du monde de dressage, mais bon, on parle quand même, même si c'est en voltige, on parle d'un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Donc bon, il faut quand même avoir un bon niveau. Voilà, moi j'imagine toujours, il y a une télé qui arrive, il te pose des questions, qu'est-ce que tu dis, quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas montrer ton cheval comme ça? Voilà, tu vas avoir des critiques, forcément. Donc fais un peu attention et travaille tout au long de l'année. Donc peut-être de faire attention que le cheval de voltige, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, il a un entraînement C'est ça, ouais. de cheval de selle. C'est ça. Là, je parle dans la globalité. Hein. Ouais, C'est-à-dire tout que à fait. bon, Non, quand on est sur le top 3, en général, ils travaillent, les chevaux. Mais sur la globalité, bon, après, il y a certains chevaux qu'on ne va pas forcément travailler, comme voilà, les cobs ou les chevaux de trait, parce qu'en voltige, on n'a pas forcément besoin d'avoir une grosse qualité. Parce que si on choisit un cheval de trait, par exemple, c'est plus pour le confort des voltigeurs. Après, c'est mal vu en compétition. Ça va être un peu comme le Lusitanien en dressage, quoi. Ah oui. Voilà, c'est D'accord. petit clin d'œil. Ça va vraiment être le Lusitanien en dressage. Alors forcément, il y en a des très très bons, hein, qui sont coupés avec de l'allemand. Alors forcément, là, ça pète de tous les côtés. Mais c'est très chic. Mais le problème, c'est que voilà, le cheval de trait, normalement, s'il n'a pas un entraînement de base, ne va pas avoir un temps de suspension énorme. Et voilà, et on rigole un peu. Enfin, les Allemands ou les gens un peu plus pointillés, je sais plus parler. Les personnes un peu plus pointilleuses, merci, c'est mieux, vont critiquer ce cheval-là, quoi. Ouais, d'accord. Donc tu as quand même des petites guéguerres autour des types de chevaux, même dans la voltige, alors. Ouais, un petit peu quand même, Ouais, c'est marrant. un petit peu. Et ok, bah ça c'est super intéressant. J'ai encore deux questions. Ma première question, c'est un peu tout ce parcours-là. Alors, aujourd'hui, tu fais de la vidéo. Oui. C'est une grande partie de ton temps. Je pense qu'on peut dire ça. Activité principale. Voilà, activité principale, on va dire ça. Et moi, j'aimerais que tu m'expliques rapidement ce que tu fais en vidéo. Et surtout, là aujourd'hui, dans ta casquette d'entraîneur, ta casquette de vidéaste, c'est quelle valeur ça t'a enseigné et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans cette vie-là, qui est très différente de ta vie d'avant, en fait. Ouais, forcément. Ça, c'est un truc c'est une petite histoire où je me disais, bon, ça y est, je suis champion du monde, je vais aller au supermarché et on va me reconnaître, en fait. Non, du tout. La notoriété ne marche pas comme ça. Surtout la voltige. Du tout, encore moins. Ouais, Donc, du coup, voilà, il y a cette pilule qui est passée. Donc, j'ai pris 6-7 mois pour comprendre que c'était sympa ce que j'ai fait, que je vais l'utiliser, mais que finalement, je ne vais pas le surfer comme je l'entendais. D'accord. Ça, c'était, ça a été la pilule un peu plus lourde, parce qu'en reconversion, en fait, quand on saute de la montagne sans parachute, il n'y a personne. Donc là, c'était un peu complexe, une période un peu complexe. C'est comme ça que j'en suis venu en fait à finalement entraîner, tout simplement. Et en fait, en parallèle de ça, je faisais un peu de vidéo quand même, mais le problème, c'était que comme on avait des emplois du temps extrêmement chargés,
j'ai pas eu le temps de démarcher, j'ai pas eu le temps c'est comme un sport en fait, la vidéo, la réalisation. C'est si on n'en fait pas, c'est pas très bien. Donc il faut en faire. Donc c'est là où je me suis reconverti, moi personnellement, tout seul dans la vidéo. Et en fait, là où je fais un lien avec mon parcours de sportif de haut niveau, plus que de champion du monde, c'est plus la ténacité et le culot, entre guillemets, de se dire que je suis capable. Même si j'ai jamais fait, je suis capable de faire ça. Et en fait, je suis grimpé de contrat en contrat comme ça. J'avais jamais fait forcément quelque chose, par exemple, de très dressage. Je fais allez, vas-y, je le fais. Je suis pas bête, je suis cavalier, voltigeur, ok aussi. Je vais pas savoir extrêmement bien analyser un piaf ou un passage s'il est vraiment très 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 bien. Mais je vais m'y mettre. Et de fil en aiguille, en fait, c'est là où j'ai acquis cette expérience équestre. Où en fait, à force de filmer des gens talentueux dans leur discipline, en fait, je faisais aussi l'élève en même temps. Ouais. Voilà, tout simplement. Par Je me disais, observation, par observation simple. Donc aujourd'hui, quand je remonte à cheval un petit peu, donc l'observation vient compléter la sensation. Bon, après, ça dépend du cheval forcément, mais voilà, je me fais toujours plaisir comme ça. Et voilà, tout simplement. Donc, d'essayer de toujours être dans la courbe progressive, dans la courbe montante que dans la courbe descendante. Petit conseil. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, ce que tu retiens et ce que tu fais aujourd'hui, c'est que déjà, tu es tout en train d'apprendre et tu es tout en train d'avancer, en fait. C'est ça. Et en fait, il y a un truc qui est assez sympa dans ce secteur de la vidéo, c'est que chaque projet est différent. Alors, je fais énormément de la vidéo équestre, donc que ce soit pour les propriétés équestres, pour des cavaliers de haut niveau, pour des marques ou pour des choses comme ça. Déjà, dans ce secteur-là, c'est jamais pareil. Il n'y a jamais la même personne, c'est jamais pareil techniquement. Et derrière, j'essaie toujours d'avoir d'autres projets complètement différents. Bon, dans la musique, des clips, travailler avec des boîtes de communication pour du gaz, des choses vraiment complètement différentes, toujours dans la pub. Et en fait, au final, on ressort d'un projet à chaque fois complètement... on a appris beaucoup de choses, parce que pour la filmer, il faut la comprendre. Donc c'est vraiment... À chaque fois, je suis en cours. Chaque fois, je suis à l'école et il faut comprendre. Et ensuite... donc tu es tout le temps en train de gravir la montagne, en fait, au final. J'essaye. Mais ouais, c'est plus une vision de la vie où je me dis, c'est finalement, après championnat du monde, je pensais que c'était fini. Parce que j'avais plus en fait goût d'avoir d'objectifs. Aujourd'hui, j'ai d'autres objectifs, d'autres envies, et disons que je me laisse un peu aller avec le vent, quoi, sans être trop bohémien, mais ça, je fais quand même très attention de ne pas tomber dans ce cliché-là. Mais voilà, j'essaie vraiment de vivre la vie au jour le jour, non, en semaine en semaine, on va dire ça comme ça. Impeccable, merci beaucoup pour ton partage. En tout cas, je trouve que tu as un parcours vraiment intéressant. Merci. Et je trouve que ça vaut le coup de parler un peu de la voltige, parce que c'est quand même une discipline qui est un petit peu mise de côté, parce comme elle est à cheval comme ça entre plein de disciplines et plein de personnalités. Ouais. Ça, c'est clair. Et puis on va suivre avec attention les équipes que tu vas entraîner, j'espère. Oui, j'espère aussi. Ça va bien se passer. Merci à vous, merci Blooming Rider. Et merci beaucoup.